ce temps-là, je vivais dans la lune les bonnes. Bonjour et bienvenue dans l'Instant Noir, putain de toi, l'humour bien particulier de Jules C.I.S. et nous allons voir qu'aujourd'hui nous allons en profiter. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, merci d'avance, ça aide pour les algorithmes et ça met la chaîne en avant. Vous connaissez, merci de votre aide. Alors, en fait tout part de cette caricature, notre cher président Emmanuel Macron, caricaturé avec le képi de monsieur Pétain. Vous m'excuserez, je ne lui donne pas son titre. Je vous rappelle qu'il est illégal de donner son titre à cet individu, puisqu'il a été condamné à la déchéance et on lui a retiré tous ses titres, grades et dignités. Donc si vous appelez cet individu d'un titre militaire ou d'un grade militaire, vous commettez un refus d'obéissance à la justice française. D'accord? Je rappelle juste, parce que beaucoup le font encore trop. Voilà. Alors, l'héritage du pétainisme, c'est la destruction de l'armée française, la défaite et la perte de l'honneur. Le macronisme, l'Europe comme horizon indépassable, la soumission aux USA, une pensée individualiste sans idée de grandeur. Et bien, comme vous le voyez, il y a beaucoup de parallèles. Malheureusement, le pétainisme et le macronisme se rejoignent à la fois dans l'abaissement de la France, mais aussi dans la petitesse et la soumission à des puissances étrangères. Alors, nous allons quand même, soyons honnêtes, résumer la vie de Pétain. Tout n'est pas acheté, d'accord? Contrairement à Emmanuel Macron, il y a quand même des aspects sur lesquels on peut, disons, se montrer plus tolérant avec Philippe Pétain. Alors, il est né en 1856 dans le Nord-Pas-de-Calais, et il a 14 ans à la défaite de 1870. Je rappelle que la défaite de 1870 fut un traumatisme pour l'ensemble de la société française. D'autant plus un traumatisme que les événements de la Commune, on aura sûrement l'occasion d'y revenir un jour, ont bien montré la dimension lutte sociale dans la défaite et qu'une large partie de la bourgeoisie française a préféré la défaite à la République sociale, et donc il a fallu le faire oublier, d'où cet esprit un peu revanchard qui s'est installé en France, d'accord? Il fallait être plus nationaliste que nationaliste. Pétain est le produit de ce milieu, de cette époque surtout, parce qu'il vient d'un milieu relativement pauvre. Il est à Saint-Cyr en 1876 et il sort au milieu de classement 229e de son école. Il intègre l'école de guerre en 1888, 56e, donc déjà mieux, et il est promu plus vite dans le sillage de l'affaire Dreyfus. Donc là encore, on rappelle le traumatisme de l'affaire Dreyfus, où les sociétés françaises s'est entre-déchirées entre un état-major plus que conservateur et, un, et finalement l'innocence d'un officier que l'on a acheté aux orties pour satisfaire aux préjugés d'un certain nombre d'individus. Là, seul le combat de Zola et de Clémenceau a permis de réussir à rétablir l'innocence de Dreyfus, et ce fut des années d'efforts. Alors Pétain est un homme infâme, il se marie tard, nombre de demandes au mariage sont refusées. Bon, il vient d'un milieu pauvre, pour le coup, ça peut expliquer certaines choses dans son attitude. Voilà. Alors, Pétain a pour lui d'avoir eu raison avant 1914. Il faut lui reconnaître cela. Il a préconisé la manœuvre, la puissance matérielle, le mouvement, l'initiative, et sa grande phrase, c'est le feu tue. Il s'est fait connaître par sa passion et sa puissance dialectique, et il faut reconnaître que Pétain a été très très actif pour essayer de ramener, face à des théories comme celle du colonel Grandmaison, pour essayer de ramener les doctrines françaises à un niveau beaucoup plus cohérent avec la réalité militaire. Maintenant, il ne faut pas faire de Pétain un héros. Et je pense que cette phrase de lui est extrêmement révélatrice. Accomplissez votre mission coûte que coûte, faites-vous tuer s'il le faut, mais si vous pouvez remplir votre devoir tout en restant en vie, j'aime mieux cela. Il a tout à fait compris la puissance de feu, il a tout à fait compris les armes à répétition, les fusils à répétition, les mitrailleuses, la puissance de feu de l'artillerie, et là-dessus, on doit reconnaître que oui, Pétain
irait gagner à être écouté avant 1914. Donc, le colonel Pétain, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. La guerre va faire du colonel Pétain un des plus hauts gradés de l'armée française. Le 28 mars 1914, il commande une brigade. Mais, le 24 juillet, on refuse sa promotion au grade de général. Donc on lui laisse commander une grande unité. Enfin, une grande unité, c'est une brigade, quoi, mais c'est quand même une grande unité, ça suppose un grade d'officier général, puisque c'est général de brigade. Mais on lui refuse le grade. Ce qui montre bien la méfiance des politiques vis-à-vis de Philippe Pétain. Le 3 août 1914, la 4e brigade d'infanterie se distingue en couvrant la retraite du général de Lanzac. Et donc ça fait partie des combats retardateurs qui vont sauver l'armée française et permettre la bataille de la Marne. Le 31 août 1914, il commande la 6e division d'infanterie et reçoit le grade le 26 septembre. Donc ça y est, le plafond de verre qui était au-dessus de Pétain est brisé. Le 20 octobre 1914, il est général de corps d'armée avec le 33e corps. Donc vous voyez que Pétain a bénéficié des limogeages de Foch et que les officiers qui ont été écartés, il a bien fallu les remplacer et Pétain a fait partie de la charrette d'officiers chargés de les remplacer. L'inconvénient, vous le voyez aussi, c'est qu'en même pas un an, il est passé de colonel à général de corps d'armée. Et en juin 1915, il commande la 2e armée. Ce qui fait quand même général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée, 4 grades en un an, en même pas un an et demi. D'habitude, il faut quand même un léger temps pour parcourir ces périodes-là. Donc là-dessus, on a un des aspects de Pétain qui est qu'il a été très vite promu. Alors, au niveau technique, ça ne s'est pas révélé un problème. Pétain a fait son travail. Il l'a fait correctement et il a commandé correctement. Mais au niveau politique, au niveau humain, il n'a peut-être pas été bien préparé. Et là-dessus, il faut bien comprendre, la guerre a sa logique, comme toutes les guerres, et au moins on peut l'expliquer. On met en avant des gens parce qu'on a besoin de héros, et c'est ce qui va arriver à Pétain à Verdun. À Verdun, Pétain se retrouve à commander le secteur de Verdun sur recommandation du général de Castelnau face à l'offensive allemande. Donc je ne leur détaille pas l'offensive allemande, vous connaissez tous le plan de Falkenhayn. Il voulait attaquer massivement Verdun avec énormément d'artillerie pour écraser l'armée française. Une vraie application des doctrines de Pétain, pour le coup, le feu tue, l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. C'est ce que fait Falkenhayn. Donc quelque part, mettre Pétain en face, c'est mettre quelqu'un qui comprend. Donc ça fait sens. Mais l'homme qui a préparé la bataille de Verdun, c'est le général de Castelnau, qui est adjoint en chef au général commandant l'armée française, et qui, lui, depuis des mois, voyait la bataille de Verdun arriver. Donc il faut bien comprendre que Pétain n'est que, je vais pas dire la marionnette, c'est peut-être un peu méchant, mais il est le relais sur le champ de bataille du général de Castelnau. Il est un homme choisi par le général de Castelnau, voulu par le général de Castelnau, et la bataille de Verdun, si elle va permettre à Pétain de se distinguer, il faut bien comprendre qu'elle est faite avec les hommes du général de Castelnau. C'est de Castelnau qui fournit par exemple le capitaine Doumain, qui est le père de la motorisation de l'armée française, et qui va se créer la voie sacrée. C'est lui qui a... C'est de Castelnau qui a fait faire les premiers travaux sur la route. Doumain fait ce genre de travaux sur les voies sacrées à l'état-major, et c'est lui qui va mettre en place le ravitaillement totalement motorisé, donc des forces de Verdun. D'accord ? Donc il faut bien comprendre ça. Pétain reste aussi d'une manière extrêmement courte à Verdun. Certes, on lui prête un bilan extraordinaire, mais là encore, il a mis en place les mesures que de Castelnau voulait, il a mis en place la rotation des troupes, très bien, il a mis en place la voie sacrée, on vient de voir, il a réorganisé un peu, il est connu, bon, pour Pétain a toujours eu la plume facile, comme on l'a vu, son fameux mot on ne passe pas, d'accord, qui est resté, qui a été repris par la presse, et c'est là que vous voyez le problème de Pétain. Le problème Pétain naît à Verdun. Parce que le gouvernement veut se débarrasser du commandant en chef d'armée française, qui ne passe plus bien avec les politiques,
qui est peut-être trop autonome. Et donc, on va chercher un remplaçant. Pétain mène une des grandes batailles, une bataille sensible, une bataille prestigieuse. Verdun, c'est prestigieux et c'est justement comme ça que les Allemands vont la perdre. Et Pétain est mis en avant par la presse de propagande de guerre. On en fait un héros national. Pas forcément sur des bases tout à fait justifiables. Mais on l'a mis en avant. Énormément d'articles ont été mis sur Pétain pour le mettre en valeur. Et ça le poursuivra, ça le marquera, et Vichy mettra en place le même genre de culte de la personnalité. On pense à la fameuse chanson Maréchal nous voilà, d'accord? Le serment de fidélité que les juges devront faire à Philippe Pétain. Tout ça, ça va rester cet amour du culte de la personnalité, et on voit un Pétain qui, tout en continuant à faire son travail correctement, devient plus poétique par les avantages d'ego qu'il en retire. D'accord? Alors, on connaît la suite, la bataille de Verdun, les Allemands vont la perdre, ou pas la gagner du moins, alors qu'ils auraient dû la gagner. Pourquoi? Parce que le comte Prince, qui est chargé de commander le secteur de Verdun, se laisse griser et se dit qu'il va prendre cette ville qui est prestigieuse, pour différentes raisons, parce que c'était la ville du traité de Verdun, parce que c'est une position française invaincue, et donc le comte Prince va user son infanterie beaucoup plus vite que prévu, au lieu de pousser avec l'artillerie contre l'armée française. Ce qui fait que les pertes des deux camps vont être aussi élevées, et au bout de 2 mois, c'est court, hein, Pétain est remplacé par Nivelle et Mangin, qui vont lancer de courtes contre-offensives, avec des préparations artillériques courtes, qui vont réussir à repousser les Allemands, et on voit qu'après que les Allemands aient quasiment atteint Verdun, ils vont se faire repousser, on reprend l'effort de Verdun, et donc, bon, les gains allemands, c'est juste du terrain, ça reste, il n'y a rien de stratégique. Alors, le problème de Nivelle, c'est qu'il va devenir commandant de l'armée française, puisque l'armée française voulait changer de commandant, les politiques voulaient changer de commandant de l'armée française, donc on nomme Nivelle. Et Nivelle échoue au chemin des dames, ce qui fait qu'il va falloir trouver un remplaçant, et ce sera Pétain. Et donc en 1918, on lui attribue la médaille du militaire avec, vous voyez, encore une fois, des citations glorieuses. Le soldat dans l'âme n'a cessé de donner des preuves éclatantes du plus pur esprit du devoir et de haute abnégation, vient de s'acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale, en brisant la ruée allemande et en la refoulant victorieusement. Bon. C'est la défaite de Kaiserschlacht qui annonce la fin de l'armée allemande et la victoire alliée. Bon, mais l'évaluation de Foch, Pétain est à sa place lorsqu'il n'y a pas de décision à prendre. Clémenceau, à propos de Pétain, sans idée, sans cœur, sans cran, plus administrateur que chef, sans imagination et sans fougue. À Poincaré, lors de la remise du bâton de maréchal à Pétain, nous l'avons poussé à la victoire à coups de pied dans le cul. Donc vous voyez qu'en dehors des citations ronflantes, et Dieu sait qu'il en a eu, Pétain aimait avoir ce genre de citations ronflantes, ce qui est dans l'arrière-boutique, les supérieurs de Pétain ont une mauvaise opinion de lui. Pétain n'est pas considéré comme un chef, c'est considéré comme quelqu'un qui reste derrière, qui fait faire, et qui finalement est capable, oui, de papoter, de discuter, mais pas capable d'y aller. On ne considère pas. Pétain, c'est pas un homme qui va dans les premières lignes comme Clémenceau et qui va aller s'exposer, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment considéré comme quelqu'un d'humainement assez sec, quelqu'un porté sur lui-même. Et là, vous voyez 2 caractéristiques de Pétain. La première, donc, il a été fait par la presse. Et vous vous rappelez, Macron a été fait par 17 000 articles de presse. La deuxième, son ego. Et vous vous rappelez, on a reproché beaucoup à Emmanuel Macron son ego, son narcissisme. Ça a tendance à je vais pas dire se mettre en avant, mais
à tout gérer en fonction de lui-même et pas en fonction du pays et du peuple. Bah, finalement, on fait le même reproche à Pétain. Vous voyez, et c'est ça qui les rapproche, humainement. Alors l'après-guerre. Alors Pétain devient commandant de l'armée française de 1925 à 1934. Surtout, il entre à l'Académie française. Il deviendra maréchal. Mais Pétain a commandé l'armée française pendant presque la moitié de l'armée après-guerre. Donc la défaite de 1940, lorsque Pétain signe l'armistice, il y a peut-être des arrière-pensées. Et on va y voir. Alors le procès de Pétain, on lui est fait en 1904. Après-guerre, le procès de Pétain est fait pour une raison. Il est l'homme de la défaite, de la collaboration. Et tout le procès repose sur la collaboration. Alors c'est un procès qui est une page d'indignité dans l'histoire française. Pourquoi je dis page d'indignité? Parce que les 3 juges du procès avaient tous prêté serment à Pétain. Et le procureur avait aussi prêté serment à Pétain. Alors, on peut être d'accord avec la condamnation. La manière dont elle a été obtenue, ces gens auraient dû se déporter. Mais on n'aurait pas trouvé assez de juges, puisque un seul juge, je le rappelle, a refusé de prêter serment à l'individu. Et donc, ce procès, quelque part, déshonore la République française, parce qu'il montre qu'elle est prête à cautionner des procédés assez immondes, et ça entache le procès de Pétain. Il faut être honnête. Ça entache très lourdement, et le seul qui ait sauvé son honneur dans cette affaire, c'est Maître Izorni, l'avocat de Philippe Pétain, qui lui était un résistant, et qui, malgré les loups, a considéré que même un Pétain avait le droit à un avocat. Et je voudrais le saluer, ce grand homme. Voilà, parce que lui au moins a incarné les principes de l'avocat. Alors, le vrai procès, celui qui n'est pas fait, et que masque le procès, c'est le procès de l'entre-deux-guerres. Pétain a commandé l'armée française de 1925 à 1931. Et il aura ensuite une influence importante. Il est ministre de la guerre en 1934. Philippe Pétain est une personnalité politique qui pèse dans tous les choix militaires de l'entre-deux-guerres. Et donc, pendant 10 ans, il a tenu le sort de nos armes entre ses mains. Et qu'en a-t-il fait? Eh bien, il en a fait une armée de garde-mythes. Il a permis la construction de la ligne Maginot, contre laquelle il était. D'accord, très bien. Mais il a refusé de la prolonger dans les Ardennes. Donc Pétain a été finalement l'apôtre d'une demi-solution. Et quelque part, la demi-solution, c'est la pire des solutions. Soit il fallait aller au bout du concept Maginot et prolonger la ligne Maginot jusqu'au bout, soit il fallait faire une armée mécanisée. Mais dans ce cas, il fallait vraiment la construire. Pétain n'a fait ni l'un ni l'autre. Et, encore une fois, on pourrait pardonner, on pourrait dire, bon, après tout, c'est un boulot, ce qu'on appelle le préjugé du fonctionnaire. C'est-à-dire dire que Pétain a fait un travail, bon, sans création, sans imagination. Très bien. Le problème, c'est qu'en face de lui, il y a eu la Reichswehr. Et que l'armée d'entre-deux-guerres allemande a, elle, tout révolutionné. Ils ont refait tout le matériel, tout l'équipement de l'armée allemande. Ils avaient des facilités, hein, il n'y avait pas de stock à gérer. On avait débarrassé l'Allemagne de ses stocks, donc il fallait tout reconstruire. Ils sont repartis de zéro, et force est de constater que les généraux de la Reichswehr ont bien fait le travail. Ils se sont donné du mal. Mais on a d'un côté Pétain, et de l'autre, la Reichswehr. Et forcément, c'est à la hauteur du défi. On juge un arbre à ses fruits. Et on ne peut pas s'empêcher de comparer les fruits de l'arbre Pétain avec l'arbre Reichswehr. Et ça, c'est dévastateur. Ça condamne Pétain. Et en 1940, lorsque Pétain signe l'armistice, il impose une capitulation politique de la France qui déshonore le pays au lieu d'une reddition militaire, au lieu d'une reddition des forces françaises sur le théâtre France. La bataille de France était perdue, certes, mais il y avait 2 options. La première option, c'était de quitter le territoire national, de poursuivre la guerre avec les Anglais, comme nous en avions l'engagement envers nos alliés.
Le roi des Belges l'a fait. Les Hollandais l'ont fait. Les Polonais l'ont fait. Dieu sait que j'aime pas les Polonais. Mais eux l'ont fait. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons été nous rendre complètement. Et il est né un gouvernement de Vichy en paix avec l'Allemagne. Et ça, voyez-vous, c'est le grand crime de Pétain. Parce que ça a été fait pour masquer son incompétence à tête de l'armée française. Ça n'a pas été fait pour des raisons politiques, ça a été fait pour masquer son incompétence à tête de l'armée française. Et pire que ça, il s'est servi de ce désastre pour tenter de restructurer la vie politique française. Et ça, c'est impardonnable. Alors, on va rentrer dans les détails de désastre de 40, parce que c'est bien d'accuser, mais il faut peut-être justifier. Donc, justifions. Alors, la faible mobilité stratégique. L'erreur de Gamelin, peut-être. Mais Gamelin récupère un outil militaire. Il le récupère dans les années 35-36. Il les récupère à la fin des années 30. Il doit faire avec ce qu'il a. Les armes, ça prend du temps à produire. C'est comme tout. Donc fondamentalement, Gamelin arrive, les blindés qui doivent être prévus sont déjà choisis, sont déjà en construction. Les communications de l'armée française sont désastreuses, parce que là encore, l'armée française qui était à la tête, qui testait, qui avait des chars radio au début, à la fin de 1918, n'a pas développé. Et là où les Allemands ont la radio dans beaucoup de leurs véhicules, si ce n'est tous, mais je crois qu'ils avaient une radio dans chaque char, les Français communiquent encore par fanion et se retrouvent face à une armée allemande beaucoup plus agile. On ne parle pas de puissance. Les chars français étaient meilleurs. Les Alliés et les Allemands ont pour la bataille de France à peu près 2800 chars chacun. En tonnage, l'armée française a plus de chars que l'armée allemande. Alors certes, certains chars n'ont pas reçu leur canon, il y a des problèmes logistiques. Bon, très bien. Il y a des problèmes de productivité dans certaines usines, certainement. Ils sont liés au fait que les usines n'ont pas été réoutillées, qu'il n'y a eu aucune politique industrielle avant les années 30. Et là encore, c'est une faiblesse de Pétain. Quid de la restructuration du secteur aéronautique? C'est le Front populaire qui nationalisera les industries aéronautiques, comme l'Allemagne l'a fait en 1934. En plus de ça, on se permet de critiquer le Front populaire de l'avoir fait. D'accord? Quitte à faire, autant bien faire. Quid du rééquipement des industries d'armement? Aucun investissement capitalistique ne sera fait, très peu. À une époque où les choses évoluent très vite, où les chaînes de montage se mettent en place. Alors certes, on a eu de la chance, l'armée allemande n'a pas fait mieux. Une large partie des blindés allemands seront des blindés tchèques, récupérés lorsque les Allemands ont récupéré Skoda après les Munich. Bon, mais là aussi, c'est dommage quand même. On a cédé à Munich. Bon. Alors là, pour le coup, Gamelin est considéré comme coupable parce qu'il avait conseillé de céder à Munich parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas les moyens d'aller aider les Tchèques. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Bon. Et les Allemands vont réussir donc par cette agilité à placer des ponts sur la Meuse, à passer en force et à avancer. Et ils vont systématiquement désorganiser le dispositif français. Vous voyez, les Allemands traversent, le 13 mai, les Allemands traversent la Meuse en différents points. Et le 14 mai, ça a avancé. Et les réserves mécanisées françaises, vous voyez là, petit à petit, vous les voyez, elles arrivent à une échelle de bataillon. Gamelin avait, on lui reprochait, mais Gamelin avait 3 divisions cuirassées. Il a prévu de les envoyer toutes à Sedan. Sauf que la SNCF s'avère incapable. Et là encore, c'est quelque chose que je mets au discrédit de Pétain. Pourquoi les exercices de grandes manœuvres blindées, surtout si Pétain croyait aux blindés? On a tenté de lui faire cette légende après-guerre. Bon, s'il croyait aux chars, pourquoi n'a-t-il pas fait faire des exercices? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de gros exercices de déploiement de forces blindées? À mon avis, parce qu'il n'y croyait pas et qu'on a tenté de le réhabiliter. Et donc, bien, les chars légers français échouent face aux Allemands, pas parce que, mais
Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que ils sont intrinsèquement engagés en petits paquets. À l'échelle des compagnies, vous voyez, ce sont des compagnies qui sont engagées. Et ça suffit pas à percer. Il fallait des masses. Les Allemands feront des paquets. Et donc, les divisions blindées arrivent avec la moitié de leurs chars. Et la troisième DCR arrive, elle n'a même pas de DCA. Pas d'engin de ravitaillement. L'aviation, pareil, elle échoue à faire un nombre de sorties. Elle fait 300 sorties face à 3000 sorties de la Luftwaffe. Donc, vous voyez, d'un côté, il y en a un qui a des DCA qui fait beaucoup de sorties. De l'autre, il y en a un qui n'a pas de DCA qui fait pas beaucoup de sorties. Ça aurait dû être décelé lors d'exercices. Le secteur de Sedan était un secteur fragile, connu, identifié. Il y a des rapports des années 30. Début des années 30, 32, 34, je crois. On le savait que c'était un secteur fragile que les Allemands pouvaient briser. Pétain avait dit, si les Allemands passent par les Ardennes, on les pincera à la sortie. Bon, on ne les a pas pincés. Et pourquoi on ne les a pas pincés? Parce qu'on n'avait pas de pince. Pourquoi n'avions-nous pas de pince? Parce que Pétain n'a pas fait de pince. Pourquoi n'a-t-il pas fait de pince? Parce qu'il n'a pas fait le travail. Parce qu'il n'a pas fait les exercices. Parce que Pétain s'est occupé de se faire élire à l'Académie française au lieu de commander l'armée française. Et qu'en plus de ça, il a fait taire toutes les voix dissidentes. D'accord? Il a fait de l'armée française une armée de garde-mythe, et les premiers de Saint-Cyr choisissaient l'intendance, au lieu de choisir les chars. Bon, forcément, quand les meilleurs officiers sont dans l'intendance, vous avez des dépôts remplis, et pas de troupes au combat. Ou pas de bonnes troupes. Voilà, et ça c'est héritage de Pétain. Merci. Voilà, les Allemands ont utilisé 88A en anti-char. Le 90 mm ne fut pas produit. Là, pour le coup, je manque d'éléments pour vous dire si c'est la faute de Pétain ou pas. Il y a eu des rivalités entre l'armée et la marine sur qui aurait ce canon, qui était un excellent canon, considéré comme l'un des meilleurs canons antiaériens du monde, qui pouvait tirer en rafale, donc supérieur au 88, mais qu'on n'a pas produit en grande quantité. Alors que franchement, ça aurait pu être un avantage considérable. Alors pour masquer son échec, Pétain va non seulement signer l'armistice, mais il va masquer son échec. Et donc, c'est ce que dit De Gaulle, les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête de nos armées, eh bien, De Gaulle, eh bien voilà, le procès de Riom, c'est ça. Excusez-moi. Le procès de Riom fut une forfaiture pétainiste. Ce fut une forfaiture voulue pour masquer l'échec de Pétain. Pétain a imputé son échec aux politiques. Alors le procès a tourné en ridicule parce que les événements étaient trop frais dans les esprits. Et puis bon, Blum et Weygand se sont largement défendus. L'accusation ne tenait pas la route. Donc Hitler a fini par exiger de Pétain qu'il arrête ce procès et ils ont dû l'arrêter en catastrophe. Mais c'est resté. Et dans la politique française, c'est resté parce que le procès de Riom, ça permet d'accuser le Front populaire. Et donc ça permet de mettre sur le dos du Front populaire les erreurs de Pétain. Et l'échec de 1940 qui a brisé la société française. Et ben voilà. Alors on voit les erreurs. Les politiques, oui, certes, dans les années 20 ont été radins sur les crédits militaires. Très bien, c'est une chose. Mais dans les années 30, ça a été inverse. Et notamment le Front populaire, lorsque les chefs militaires se sont présentés pour le budget 37, avec un budget de 10 milliards, Léon Blum leur a claqué leur budget dans la tête, et il leur a mis et il leur a dit, vous avez 14 milliards, 40% de plus. D'accord? Léon Blum a nationalisé les industries aéronautiques, ça faisait des années qu'on en parlait, Blum a pris la décision. Alors certes, il y a eu de la résistance du patronat, certes, il y a eu de la désorganisation, mais c'est ce qui a permis, en 1939, la France produisait autant d'avions que l'Allemagne. Le problème, c'est qu'elle commence à les produire. D'accord? Mais elle n'aurait pas pu le faire, elle n'aurait pas pu le faire avec l'industrie de 1935. Eh oui, dommage. Et d'un autre côté, les politiques ne pouvaient pas injecter de l'argent dans des entreprises privées sans contrepartie. Il fallait des garanties.
Donc voilà. Et puis bon, notre politique aérienne, on ne va pas oublier de mentionner que l'armée de l'air a poursuivi les fabrications d'avions déjà dépassées au lieu d'annuler les commandes pour lancer de nouvelles commandes. Ce qu'on aurait pu faire puisqu'on était dans des entreprises nationalisées. Bon, vous voyez là encore. Mais ces caractéristiques du pétainisme, on se défausse de responsabilité sur les autres. Ça vous rappelle le macronisme? Eh bien oui, tout à fait. On se rappelle, le macronisme, c'est quelqu'un qui est fait avec des articles, comme Pétain. Strike. Un individu dont l'ego est hors de contrôle, comme Pétain. Pétain a monté très vite les grades, il n'était pas préparé, il a cédé à la flatterie très certainement, il s'est considéré comme issu de la cuisse de Jupiter et appelé à réformer la France. Bon, macronisme, pareil, sauf que le macronisme, ça vient largement d'un mépris de classe. Une irresponsabilité totale vis-à-vis de ses décisions. Pétain a masqué ses décisions, les a envoyées sur les politiques. Macron, c'est les Russes, vous savez, ou bien c'est les Gilets jaunes, enfin, ou c'est la Covid, enfin. Il n'est jamais responsable, l'individu. Bon, ben voilà. Des individus qui collectionnent les honneurs, qui collectionnent les trahisons, parce qu'ils n'ont aucune notion de la France, parce que niveau personnalité, ils ne sont pas faits, et parce que malheureusement, le système politique français permet régulièrement à ce genre d'individus de passer. Et là-dessus, nous avons un problème que nous allons devoir travailler un jour. Je vous remercie.